Quand la Corvette Stingray fit son apparition en 1963, tous les passants s'arrêtaient pour la voir. Même ceux qui ne s'intéressaient pas à l'automobile étaient intrigués. On n'avait jamais vu un truc comme ça. Vous avez là une voiture au design entièrement nouveau sur le marché américain. C'était du style à l'état pur, un parfait équilibre des masses. Pour le marché émergent des jeunes, c'était ce qu'il fallait, au moment où il le fallait. Dans cette voiture, ils ont tout de suite vu quelque chose d'inédit. La Corvette était née 10 ans plus tôt et c'était déjà la voiture de sport made in USA. Elle soutenait la comparaison avec les plus belles européennes, tout au moins en ce qui concerne la vitesse et l'accélération. C'est la voiture de rêve, version américaine. Et elle l'est encore. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, et quand on dit voiture de sport, on vous répond Corvette. Au niveau esthétique, les Corvettes 61 et 62 étaient assez classiques, et personne ne savait vraiment ce que Chevrolet nous réservait pour le millésime 63. On s'attendait certes à une nouveauté, mais pas à quelque chose d'aussi révolutionnaire. Elle tombait à pic. Le style était tout nouveau. Elle a mis le feu au monde de l'automobile. La Stingray a immédiatement fasciné les consommateurs. Chevrolet a vendu 2 fois plus de Stingray que de Corvette 62. La Stingray fut la première Corvette dont les ventes ont dépassé les cadences de production. Pour la première fois aux États-Unis, on a vu des listes d'attente chez les concessionnaires automobiles. Jusqu'en 1984, toutes les Corvettes ont été conçues d'après le design original de la Stingray, qui reste sans doute aujourd'hui la voiture de sport américaine la plus connue dans le monde. Dès 1972, 5 ans seulement après que la dernière Stingray soit sortie des chaînes, elle accédait au statut de voiture de collection. Une occasion se vendait aussi cher, sinon plus cher qu'une neuve. C'est là un signe qui ne trompe pas. Aujourd'hui, quand on a une Stingray, on n'est pas propriétaire d'une voiture, mais gardien d'une pièce historique. Quand on lance le moteur et qu'on sent comment il répond, on éprouve une sensation vraiment particulière. Une petite vibration parcourt le volant. Et sur la route, tout le monde regarde. Les autres voitures s'écartent juste pour mieux voir. C'est quelque chose de très spécial, sans aucun doute. Plus, toujours plus. En matière d'automobile, les Américains du début des années 50 ne rêvaient que d'une chose, posséder une voiture encore plus grosse que celle de leurs voisins. Chez General Motors, un homme était particulièrement chargé de satisfaire ce rêve de grandeur, Harley Earl, le chef du département design. Peu de gens ont eu autant de pouvoir que Harley Earl chez General Motors. Il a littéralement inventé le concept de design appliqué aux exigences du marketing automobile. Littéralement mis sur pied le centre de design de la General Motors. Harley Earl avait de grandes perspectives. C'est avec la Corvette qu'Harley Earl pouvait exprimer le mieux sa passion du design. Les premiers modèles n'ont pas rencontré un franc succès, mais il a toujours voulu la maintenir en vie et en faire une voiture de sport légendaire. Beaucoup de gens ont aidé Harley à maintenir la Corvette en vie. Bien sûr, il s'était personnellement investi dans ce projet, mais quelques anges descendus du ciel, Ed Cole par exemple, ne voulait pas qu'elle disparaisse car il pensait que son concept de base était béton. De 53 à 55, la Corvette était vraiment un canard boiteux. Mais à partir de 56, son look est enfin digne d'une véritable voiture de sport. Et un nouveau V8 de 4 litres 3 lui donne de belles performances. Il est signé par un grand sorcier de la mécanique, Zora Arkus Duntov. Zora Arkus Duntov est un personnage fascinant et un remarquable ingénieur. C'est à partir du moment où il s'implique dans le projet Corvette qu'on commence à voir des changements significatifs au niveau du profil d'arbre à cames et de la capacité qu'a la voiture de faire bonne figure en compétition. En 1957, la Corvette commence enfin à décoller, tant au niveau des ventes que sur les circuits. C'est alors une voiture de prestige pour ceux qui en ont une et une vitrine pour la General Motors. Harley Earl prend sa retraite à la fin de cette année-là et Bill Mitchell lui succède. Si le premier incarnait les tendances des années 40 et 50, le second sera l'homme des 60s.
Après quelques exercices de style assez délirants, il revoit de fond en comble le style de la Corvette. La Stingray, c'est lui. Bill Mitchell était aussi extraverti qu'Harley Earl. Mais son style était totalement différent. Même si, comparaison n'est pas raison, on peut dire qu'Earl aimait les formes aimables et arrondies et Mitchell les lignes tendues. Les idées de Mitchell étaient révolutionnaires et pour l'époque, ce prototype de Corvette semble venir d'une autre planète. Comme c'était un grand passionné d'automobile, Mitchell a réussi à se procurer une des mules SS Sebring de 57. Il lui a dessiné une nouvelle carrosserie qui a été baptisée Stingray. Il l'a conduite lui-même sur route et un peu en compétition aussi. Et personne ne s'est rendu compte qu'il dévoilait ses intentions. En fait, il vous montrait certains éléments stylistiques qui allaient être retenus pour la Corvette 1963. Quand la Stingray fut enfin dévoilée, le monde de l'automobile eut le souffle coupé. La nouvelle Corvette était plus qu'une voiture, c'était un manifeste à l'annoncer que les années 50 étaient terminées et que les années 60 seraient glorieuses. Tout le monde s'est exclamé devant cette voiture. Vous ne pouviez pas vous retenir, c'était plus fort que vous. Vous disiez « Ah, que j'aimerais la voir. Ah, si seulement je pouvais me balader dedans. » Et pour une fois, les critiques de la presse automobile ne s'y sont pas trompés, la Stingray a eu droit aux yeux. En 1963, la Corvette ne se déclinait qu'en version conduite intérieure. Après, on a vu apparaître des coupés décapotables ou hardtop qui furent dotés au fil des ans de gadgets plus ou moins utiles, mais toujours sensationnels. Par exemple, les phares escamotables. Ou bien encore, cette vitre arrière en deux parties, inspirée des années 30. Sur le coupé 63, on aperçoit une ligne en relief qui court du pare-brise jusqu'à l'arrière. Mitchell pensait que cela accentuait l'aspect fastback du véhicule. Zora Duntov détestait et ils ont eu des discussions très fréquentes et disons très chaudes à ce sujet. Finalement, on est arrivé à ce compromis. Mitchell a fait comme il voulait sur le modèle 63 et la vitre arrière, en deux parties, a disparu après, pour ne plus jamais revenir. Cette faute de goût mise à part, la Stingray était réellement très différente des autres Corvettes. L'intérieur avait été modernisé de fond en comble et le tableau de bord garni de cadrans et de commandes faciles à lire, faciles à atteindre. Dans un sens, cette voiture était ergonomique avant la lettre. Elle a un ride super. C'est l'une de ces voitures classiques dans lesquelles on se sent bien tout le temps. J'ai l'impression d'être assis plus bas que dans une Corvette des générations précédentes et ce n'était pas un effet de votre imagination. L'habitacle avait été abaissé et très sensiblement reculé, ce qui abaissait également le centre de gravité et procurait une répartition des masses presque parfaite. 49% à l'avant, 51%. Avec son empattement raccourci d'une dizaine de centimètres, la Stingray n'était pas l'évolution d'un modèle existant, mais la tenue de route, elle était améliorée grâce à une suspension indépendante sur les 4 roues. Zora Duntov tenait absolument à une suspension arrière à roues indépendantes. Il connaissait ses avantages en termes de tenue de route, de stabilité dans les virages et de confort. Cette solution technique marque une étape significative dans l'histoire de l'engineering automobile américain. Mais c'est d'abord la puissance brute qui a donné à la Stingray ses lettres de noblesse. La Corvette s'était déjà bien améliorée au fil des ans, mais le millésime 63 l'a vu faire un grand bond en avant. Grâce au nouveau châssis rigide, il n'a pas été nécessaire de revoir le train avant. De même, on n'a touché ni à la transmission, ni au rapport du pont arrière, ni au moteur. La Corvette 62 pouvait déjà encaisser toute cette puissance. D'ailleurs, ce n'était pas tant la puissance qui lui faisait défaut, mais la capacité de la transmettre au sol avec efficacité. Et sur ce point, la Stingray affichait un avantage décisif. Le V8 de 4,3 litres d'origine avait été réalisé à 5,3 litres. Dans la version de base, il développait 250 chevaux, mais quelques pièces de compétition lui donnaient 300, 340 ou 360 chevaux. La boîte standard avait toujours 3 rapports, mais la majorité des clients choisissaient l'option 4 vitesses Overdrive ou la boîte automatique Powerglide. Au niveau performance, la Stingray satisfaisait les plus exigeants. De 0 à 100 en moins de 6 secondes. Le 400 mètres départ arrêté en 14 secondes et 170 km/h maxi, un beau chiffre pour l'époque puisqu'elle pouvait tenir tête à une Jaguar Type E. La consommation était raisonnable, pour les Américains d'alors s'entend, 18 litres au 100 en ville.
63 a relégué aux oubliettes tous ceux qui l'avaient précédé. Avec la même motorisation et la même transmission, le modèle de base allait beaucoup plus vite, tenait bien mieux la route et offrait un confort inégalé. Et tout cela pour 4 400 $ de l'époque, c'est-à-dire environ 120 000 francs d'aujourd'hui. Qui dit mieux? Alors ne change pas un cheval qui gagne. Peut-être avait-on accroché ce panneau dans l'escalier des stylistes car la Stingray 64 ressemble comme une sœur à la 63. Seule cette fichue vitre arrière en 2 parties a disparu. Les puristes la regrettent toujours, mais pas les 23 000 clients qui ont acheté une Stingray cette année-là. Ils ont enfin le privilège de voir autre chose qu'une barre d'acier dans leur rétroviseur. Et puis, sous le capot, il y avait du neuf. Zora Dentoff n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Le 3 pouvait encore donner quelques chevaux de plus et il tenait absolument à les lui soutirer. On sortit donc 375 chevaux de ce petit bloc moteur, selon les critères américains s'entend, c'est-à-dire 15 de plus que dans la version haut de gamme précédente. Mais cette option n'était pas bon marché, 538 $ supplémentaires. En ce temps-là, pour 2000 $, vous aviez une bonne Chevrolet Bel Air familiale. S'il est vrai que la Stingray était produite en petite série. Signalons encore que la 375 chevaux était équipée en standard de nouveaux ressorts de suspension, de nouveaux amortisseurs et d'une boîte Muncie à 4 rapports synchro en lieu et place de l'antique Borg Warner. Elle est étonnamment confortable, c'est clair. Cette voiture est un peu plus haute qu'on le pense. On y entre facile, on en sort facile. Et elle roule très relax. Les gens disent « Oh, ça vibre de partout, on est comme piégé à l'intérieur ». Mais quand ils sortent de ma voiture après un petit tour, ils ont le sourire. Ils disent qu'ils ne se seraient jamais doutés de ça. Avec 400 mètres départ arrêtés en 14 secondes et 0 à 100 en 5 secondes et des fourmis, la Stingray 64 rivalise sans problème avec les premières Super Muscle Cars. Quand l'ère des muscle cars a débuté en 64, ça n'a pas eu d'impact sur la Corvette, car elle était déjà bien implantée sur le marché. Un petit employé de bureau pouvait économiser quelques sous et s'offrir une GTO. Mais son directeur ne pouvait qu'acheter une Corvette. Ainsi donc, les inconciliables ne se sont jamais rencontrés. En 1965 et 1966, la Stingray se développe encore pour relever le défi des grands noms de l'automobile. La ligne du capot s'adoucit et on voit apparaître sur les flancs des ouïes de ventilation. Elles ne servent à rien, mais deviendront vite un élément caractéristique des Corvettes. Zora Dentoff participe également à des compétitions et la Stingray 65 profite de formes de frein à disque sur les 4 roues. Sa puissance de freinage, déjà de bon niveau, s'en trouve multipliée par 2. Par un tour de force inouï, Zora Dentoff parvient aussi à caser un moteur de 6,5 litres sous le capot et il en tire 425 chevaux. Grâce à l'injection, la puissance du petit bloc moteur avait atteint 275 chevaux, mais ça coûtait très cher. Et seules 771 Stingray de ce type ont été construites. L'apparition d'un vrai gros cube a mis fin à cette expérience. Non seulement l'injection était coûteuse, mais elle était difficile à régler. Or, pour la moitié du prix d'une injection, vous aviez certes un peu plus de poids, mais davantage de couple, davantage de chevaux. Presque aussitôt, l'injection a été mise au rencard. Le moteur de 6,5 litres n'a été utilisé qu'un an sur les Corvettes, mais les gros moteurs sont restés. Et en 1966, Chevrolet équipe la Stingray d'un terrifiant 7 litres, ce qui l'a fait entrer dans la catégorie des vrais muscle cars. Mais la Stingray affiche une bonne tenue de route. Ce n'est pas un bricolage, c'est une machine structurée, cohérente. Elle ne conduit pas forcément son pilote au cimetière et en prime, elle est toujours aussi belle. Toutefois, son nom n'est pas assez agressif pour cette époque survoltée. On la rebaptise donc Cobra Hunter, chasseur de cobras, ce qui sonne mieux. The Corvette
La Corvette a toujours été une voiture musclée. Dans la gamme General Motors, c'était elle qui mettait le feu au bitume. Sa grande rivale était la Cobra 427. C'était une voiture plus rapide, mais tout était sacrifié à la vitesse pure. Elle n'était pas agréable à conduire, elle était inconfortable. Sa carrosserie était en alu. Aussi, la Cobra Hunter a été la seule rivale des Cobra 427-435. De 0 à 100 en 4 secondes 8 et 260 km/h en pointe. Tout cela pour 6 000 $ environ, 140 000 francs de l'an 2000. Encore une fois, le rapport qualité-performance-prix était stupéfiant. Chevrolet avait beau se triturer les méninges, il n'y avait pas grand-chose à faire pour améliorer une voiture presque parfaite. Sinon, augmenter la taille des feux de recul ou réduire un peu celle des ouïes latérales. Les freins à disque sur les 4 roues étaient toujours en standard et à la demande générale, les tuyaux d'échappement couraient toujours à l'extérieur, le long des bas de caisse. Côté motorisation, la gamme 68 est à peu près identique à la gamme 67. Deux 5 litres 3 développant respectivement 300 et 350 chevaux au banc et 3 gros blocs de 7 litres. Le moins puissant, à simple carburateur quadruple corps, délivre 390 chevaux. Puis il y a un 400 chevaux avec 3 carbuolets double corps, vilebrequin, soupape et culasse sport, affichant un taux de compression de 10,25 et enfin le Bad Boy de 425 chevaux avec un taux de compression de 11,1 et un échappement compétition. Tout le monde les montait à 7 ou 8 tours, moi compris. Et depuis, beaucoup de ces moteurs ont explosé. Ces voitures sont difficiles à trouver avec leurs pièces moteurs d'origine. La puissance fournie par ces moteurs est impressionnante. Mais si la puissance fournie par ces moteurs est impressionnante, le bruit l'est aussi. Après 5 années d'innovation stylistique et mécanique, il faut changer son fusil d'épaule. À quoi bon développer encore une machine qui a atteint la perfection dans son genre? Chevrolet décide donc que sa nouvelle gamme de Corvette s'appellera désormais Mako Shark et elle a droit à un grand lifting carrosserie. Quand la Mako Shark fit son apparition au Salon de l'Auto, le succès a été immédiat. Avec ses ailes surélevées, son capot plongeant et son empattement élargi, on voyait bien qu'elle préfigurait une nouvelle génération de Corvettes. Nouvelle génération, certes, mais le changement dans la continuité. La philosophie derrière cette voiture était la même, innovation technique, confort et qualité. Cette voiture proclamait haut et fort qu'il s'agissait d'un exercice de style totalement nouveau. Elle était un peu plus aérodynamique, un peu mieux équilibrée, et bien sûr les T-tops et la capote électrique constituaient une nouveauté sur les Corvettes. Côté engineering, les millésimes 68 à 82 doivent beaucoup à la vieille Stingray. Elle était si bien conçue qu'il n'a pas été nécessaire de remanier sa plateforme technique avant 1984. Si elles ont conservé leur ligne générale, les Corvettes d'aujourd'hui sont à des années-lumière du modèle d'origine. Mais leurs propriétaires éprouvent toujours les mêmes sentiments. Quand vous apercevez une voiture et que votre cœur fait boum, vous savez que c'en est une. Dès que j'ai vu l'expression de mon mari qui regardait cette voiture, j'ai su tout de suite qu'il allait l'acheter. C'était elle dont il rêvait, il en est tombé amoureux. C'est ma 18e Corvette. Depuis ma première, je les ai toujours aimées. Quand j'achète une nouvelle voiture, il n'y a qu'elle qui m'intéresse. Car tout le monde les adore, sauf les gens de chez Ford. Beaucoup de gens qui achètent des Corvettes finissent par adopter un mode de vie qui va avec. Ils sont passionnés par ces voitures.
Ce n'est donc pas seulement un club de propriétaires d'une marque d'automobile. Ça devient aussi un club où des gens partagent un style de vie bâti tout entier autour de la Corvette. On faisait partie d'un groupe qui a voyagé jusqu'à Disneyland pour une exposition. Nous sommes descendus avec 8 autres Corvettes, on roulait tranquille et on ne passait pas inaperçu. Comment dire? J'adore prendre cette voiture pour me balader car lorsqu'on tourne la petite clé, la puissance est tout de suite au rendez-vous. On n'a pas à se soucier de la circulation, on n'a pas à se soucier du freinage, la voiture s'arrache et stoppe juste comme il faut. Et dans les virages, elle est super. La Corvette Stingray est sans aucun doute l'une des voitures cultes des 60s. Chevrolet en a construit 120 000 entre 1963 et 1967. Et si vous avez la chance d'en posséder une, vous savez alors les joies qu'elle procure. Pour le week-end, elle est très sympa. On la sort du garage, on prend la route et elle vous ramène 30 ans en arrière. Quelques minutes seulement et vous vous sentez bien pour le restant de la semaine. L'esprit Corvette n'est pas mort. Cette voiture s'est adaptée aux normes anti-pollution, aux normes d'économie d'essence, aux normes de sécurité et que sais-je encore. Face aux voitures qui se ressemblent toutes, optimisées par des ordinateurs et fabriquées par des robots, elle a su créer sa personnalité. La Corvette n'est ni un simple véhicule automobile, ni un moyen de transport, mais un authentique témoignage du rêve américain. Alors, qu'elle soit américaine ou pas, si vous possédez une belle auto ancienne, ne l'envoyez pas à la casse, resterez là.